Un médecin, Jean-Claude Roman, âgé de 38 ans, avec une carabine 22 Lanriff, a tué son père et sa mère, sa femme Florence, sa fille de 8 ans et son fils de 5 ans. Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». La justice lui a accordé une remise en liberté conditionnelle. Pour vous, il a gagné? Pour moi, il a gagné, bien sûr. Oui. 10 janvier 1993. Le soleil n'est pas encore levé lorsque les pompiers arrivent, route de Bellevue, à Prèves-Saint-Moins, dans le département de l'Ain. Ce village tranquille, tout proche de la frontière suisse, ressemble presque à une carte postale avec le massif des Alpes pour décor. Les soldats du feu savent qu'ils doivent agir vite. Ils n'ont aucun mal à repérer la maison d'où s'échappe une épaisse fumée noirâtre. Ce sont les éboueurs qui ont remarqué l'incendie pendant leur passage matinal. Après avoir ouvert une brèche à travers la porte d'entrée, les pompiers remarquent immédiatement la forte odeur d'essence qui imprègne les lieux. Le couloir et l'escalier qui mènent à l'étage sont totalement imprégnés, ce qui nourrit les flammes. Mais cela n'empêche pas le commandant Chambord et ses hommes d'atteindre les chambres. À l'intérieur, la fournaise n'a pas encore eu le temps de consumer l'horreur. Les 4 membres de ce foyer gisent au sol. Un petit garçon de 5 ans et sa sœur de 7 ans ont reçu plusieurs coups de feu dans le dos. Leur mère a le crâne terriblement mutilé. Seul le père de famille respire encore. Lui ne semble pas avoir subi de violence. Il paraît inconscient. Une boîte de somnifères traîne au sol. L'homme est rapidement envoyé vers un hôpital de Genève, mais dans l'ambulance, il est victime d'une erreur médicale. Un médecin transperce involontairement sa veine aortique en tentant de lui relancer son cœur. Il tombe dans un coma profond. Cet homme s'appelle Jean-Claude Roman, mais en réalité, personne ne le connaît vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur une histoire terrible qui continue de fasciner plus de 30 ans après les faits, et ce que j'ai découvert dépasse absolument tout ce que j'avais entendu jusqu'ici. Ce genre de sujet est un peu compliqué à aborder sur YouTube, alors je tiens à remercier Oli qui sponsorise cette vidéo et qui m'aide donc à la produire. Si vous ne connaissez pas Oli, c'est tout simplement une marque de boisson énergisante, mais aussi d'Ice Tea. Dans la gamme Ice Tea, on va retrouver plein de goûts différents. Là, devant moi, par exemple, j'ai matcha, citron, menthe ou encore vanille framboise, qui au passage est mon préféré. Pour la gamme Ice Tea, c'est sans sucre. Il y a l'utilisation d'antioxydants ainsi que de multiples vitamines. Pour la gamme énergie, il n'y a pas de taurine, contrairement à la majorité des marques de boissons énergisantes. C'est tout simplement de la New Caf. En fait, c'est de la caféine qui est cristallisée. L'importance de cette New Caf, c'est qu'elle va vous donner un regain d'énergie sur le long terme et donc du coup sur une plus longue période plutôt qu'aux autres marques où en fait ça va être sur une courte période et après la descente se fait drastiquement. Si je suis partenaire avec Oli, c'est parce que je consomme réellement Oli depuis maintenant 6 à 8 mois, depuis les premières OP que j'ai fait avec eux. J'ai vraiment apprécié le produit, c'est pour ça qu'on bosse sur ma chaîne secondaire et aujourd'hui sur cette chaîne. Par exemple, ces boissons, je le dis parce que c'est mon cas, ça peut être des alternatives à des sodas que tu peux prendre en temps normal. Comment ça fonctionne? C'est très simple, une gourde remplie d'eau, je vais prendre l'Ice Tea framboise vanille qui est mon Ice Tea préféré. Dans un pot, vous avez l'équivalent de 50 boissons. On vient du coup déverser notre poudre dans notre eau. C'est aussi beaucoup plus écologique parce qu'on a 50 boissons dans un simple pot plutôt que des canettes. Ensuite, on referme notre gourde, on secoue et ça y est, notre boisson est prête. Si vous voulez tester, vous pouvez prendre le starter set. En gros, vous avez une gourde Oli avec en plus 14 échantillons d'une gamme. La gamme Ice Tea, la gamme énergie. Comme ça, vous avez plusieurs goûts pour pouvoir goûter. Le starter set vaut 24,99 en temps normal, mais avec mon code NEOXY5 pour toute première commande, vous avez 5 € en moins. Donc ça vous revient à 19,99. Et si vous avez déjà passé commande ou vous faites une grosse commande, vous avez le code NEOXY pour avoir tout simplement 10% sur toute votre commande. Mais le plus intéressant, c'est d'acheter directement des pots si vous savez tout de suite les goûts que vous aimez. Dans la gamme énergie, il y a énormément de goûts que je trouve absolument fous. Là, c'est une petite sélection de mes préférés. On a le Daiquiri Dolphin qui est à la fraise. On a aussi une saveur Mojito, une saveur kiwi. Il en existe plein d'autres sur le site. Sur la gamme des Ice Tea, moi, ça restera toujours le framboise vanille que je trouve incroyable. Si vous aimez la framboise et si vous aimez la vanille comme moi, faites-moi confiance, vous allez pas être déçus. Il y a énormément de choses chez Oli. Il y a même une gamme de boissons pour le sport, la gamme hydration. Il y a aussi des gourdes en acier. Le plus simple, c'est de faire un tour avec le lien qui est en description. Encore une fois, les 2 codes s'affichent ici. Et nous, repassons à Jean-Claude Roman. Les gendarmes vont chercher à contacter la famille proche. Aimé et Anne-Marie Rouault habitent à seulement quelques kilomètres de là, mais personne ne répond. À l'intérieur, les agents découvrent un véritable massacre. Les 2 septuagénaires ont été abattus de plusieurs balles, de même que leur chien. Le mystère s'épaissit. Que s'est-il
passé. Seul Jean-Claude Roman peut y répondre, et pour le moment, il est entre la vie et la mort. Interrogés, leurs amis et leurs voisins ne veulent pas y croire. Et tous les gens du voisinage pourront vous dire que c'était un type vraiment sympathique. Jean-Claude serait incapable de tuer quelqu'un, encore moins sa propre famille, il est médecin. Son talent lui a même permis d'obtenir un poste à l'Organisation mondiale de la santé en Suisse. Il passe sa vie à voyager, c'est même un ami personnel de Bernard Kouchner, le cofondateur de Médecins sans frontières. Il a bien quelques problèmes de santé, un cancer qu'il traîne depuis de longues années. Mais ça ne l'empêche pas de boursicoter avec talent. Il a toujours un juteux placement à proposer à ses proches. Sa femme Florence tient une pharmacie et même si la famille Roman est plutôt discrète, elle est très bien intégrée dans la vie locale. Il fréquente des médecins, des dentistes ou des hauts fonctionnaires et il n'avait pas d'ennemis. Les enquêteurs sont donc perplexe. Aucun Jean-Claude Roman ne figure dans l'organigramme de l'OMS. Il n'apparaît pas non plus dans les archives des hôpitaux de Paris où il est censé avoir fait son internat. Quelques jours plus tard, un fax leur parvient d'un commissariat de la région parisienne. Jean-Claude Roman est cité dans une plainte pour tentative d'assassinat qui aurait eu lieu la nuit précédant l'incendie. Après avoir prétexté un dîner mondain, il aurait attiré une femme de son entourage dans la forêt de Rambouillet avant de l'étrangler. Les hurlements de sa victime l'auraient contraint d'abandonner son projet et de la ramener jusqu'à son domicile en prétextant un passage à vide dû à sa maladie. Et ce n'est pas fini, dans la famille de Florence, on se souvient avec horreur d'un épisode tragique survenu 5 ans plus tôt. Pierre Crollet, le père de la jeune femme, avait fait une chute mortelle dans un escalier alors qu'il était seul avec Jean-Claude. Ses derniers mots auprès de l'ambulancier venu lui porter secours auraient été « Jean-Claude m'a... » Son gendre avait tenu à lui poser un masque à oxygène avant qu'il ne termine sa phrase. Et l'affaire avait été classée comme accidentelle. Jean-Claude Roman reprend connaissance et peut enfin être interrogé près d'une semaine après les faits. Va-t-il raconter la vérité ? Car tout semble indiquer que l'homme est un mythomane. Il est parvenu à mystifier son entourage et à contourner la réalité pendant près de 20 ans. Un monde parallèle basé sur un mensonge, Jean-Claude Roman a bien été inscrit en fac de médecine, pendant 12 ans, mais il n'a jamais réussi à obtenir le concours de deuxième année. Un échec qu'il a réussi à cacher sous des milliers d'affabulations jusqu'à ce tragique jour de janvier 1993. Jean-Claude Roman naît en 1954 dans le Jura. Son père travaille comme fermier forestier près de Lons-le-Saunier. Élève brillant pendant des années de collège et de lycée, il passe le bac avec 1 an d'avance. Il entame une première année de prépa au concours des eaux et de forêt à Lyon, une manière de contenter son père et de perpétuer la tradition tout en s'élevant socialement. Mais le jeune homme vit très mal les brimades imposées par ses camarades. Il abandonne après un violent bizutage. L'année suivante, il s'inscrit en médecine et là aussi, les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Lui, qui avait toujours eu des facilités, a bien du mal à suivre le rythme de travail. Après 1 an de révision et de sacrifice, il échoue de très peu au concours de deuxième année. Il lui manque moins de 10 points, une broutille. Mais une fois rentré chez ses parents pour les vacances, il ne parvient pas à leur avouer ce nouvel échec. Tout n'est pas perdu, il lui reste les rattrapages en septembre, mais Jean-Claude ne se présente pas devant les examinateurs. Il prétexte une fracture du poignet, impossible de tenir un crayon. En réalité, il s'est plâtré lui-même. Le jeune homme est incapable d'assumer ses faiblesses et ses doutes. C'est le début d'un engrenage qui va le pousser 20 ans plus tard à la pire des extrémités. Pourtant, Jean-Claude va continuer à se présenter dans les couloirs, il rentre parfois dans les amphis, il sait convaincre avec juste une poignée de détails et détourner l'attention quand les questions deviennent trop précises. Entraînant dans les cafétérias, il récupère quelques bribes de conversation des vrais étudiants de médecine afin de pouvoir se tenir au courant. C'est à cette époque qu'il se met en couple avec Florence, une cousine éloignée, qui a choisi la pharmacologie. Ses parents sont tellement fiers qu'ils lui offrent même un petit appartement tout près de l'université. Et surtout, il n'hésite pas à mentir avec aplomb, avec juste ce qu'il faut de détails pour être crédible. À la fin de ses études, il dira être sorti 5e de sa promo, un classement très honorable, mais assez raisonnable pour ne pas éveiller les soupçons. Jean-Claude Roman va s'enfermer de plus en plus dans une spirale de faux-semblants. À partir de 1975, il se diagnostique un cancer. Un moyen d'expliquer ses absences aux examens. Florence ne se rend compte de rien. L'homme a réponse à tout. Il l'épouse en 1980 et ouvre son officine peu après ses études. Installé non loin de la banlieue huppée de Genève, le couple profite pleinement des plaisirs qu'offre leur époque, vacances exotiques, grosses voitures, grandes maisons. Le pseudo-médecin raconte à ceux qui veulent l'entendre qu'il a été recruté comme fonctionnaire international à l'OMS
pour le compte de l'INSERM. L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. C'est un poste prestigieux qui lui permet de vivre et de travailler près de Genève quand il n'est pas en déplacement. Jean-Claude Roman part régulièrement pendant plusieurs jours pour son travail. De nombreux témoins l'affirment, Tokyo, New York, Paris. Mais son passeport n'en contient aucune trace. D'après les impôts, il ne touche aucun revenu. Le père de famille n'a jamais travaillé, ni à l'OMS, ni ailleurs. Les enquêteurs en ont maintenant la preuve. Jean-Claude Roman est un imposteur. Toute sa vie d'adulte s'est cristallisée dans ses affabulations. Il n'a jamais passé le portique d'un aéroport. Lors de ses voyages, il se contentait de se cacher sur des aires de repos. Des temps morts lui permettaient d'affiner ses mensonges. Parfois, il rejoint Chantal, l'ex-femme d'un ami. Il entretient une liaison avec elle depuis plusieurs années. Et il a naturellement proposé de placer ses économies en Suisse sur l'un de ses fameux placements financiers. Une faveur qu'il a offerte à beaucoup de monde, à commencer par son beau-père, mais aussi à ses propres parents. 10 000 francs par-ci, 200 000 francs par-là. De l'argent pas toujours déclaré, envoyé soi-disant sur des comptes secrets au pays de l'horlogerie. D'après l'enquête, Jean-Claude Roman aurait collecté près de 2,5 millions de francs, soit plus de 600 000 euros. Cet argent va en réalité servir à financer le train de vie de la famille, mais aussi ses escapades solitaires. Les enquêteurs ne trouvent qu'un seul compte à son nom, sur lequel il reste à peine 500 francs suisses, ce qui fait environ 500 euros. Il a escroqué son entourage pour nourrir son énorme mensonge. Et à plusieurs reprises, il a failli être démasqué. Alors, Jean-Claude n'hésite pas à inventer des maladies pour pouvoir couper court aux questions. Un lymphome qui lui aurait causé de terribles symptômes allant des maux de tête et des pertes de mémoire. Pourtant, certains proches doutent de plus en plus. Sa femme a avoué à un proche, peu de temps avant de mourir, qu'elle ne comprenait pas vraiment ce que faisait Jean-Claude. Lors d'une rencontre avec une autre parent d'élève dont le mari travaille également à l'OMS, elle avait appris que l'organisation proposait un arbre de Noël. Jean-Claude Roman n'en a jamais parlé. Alors Florence a-t-elle fini par découvrir son secret ? Lors de son interrogatoire, Jean-Claude commence par nier. Puis, il finit par dérouler sa version. Oui, il a tué ses proches. Oui, il a menti toute sa vie. Oui, il a été incapable de surpasser son échec à l'examen de médecine. Et il a tenté de mettre fin à ses jours après avoir commis l'irréparable en prenant des somnifères après avoir mis le feu à la maison. En le sauvant des flammes, les pompiers l'ont condamné à vivre avec le poids de son crime. À l'intérieur de sa BMW de location garée sur le parking, les gendarmes ont découvert un message écrit de sa main. Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Alors, quel est le mobile de ces odieux assassinats ? S'agit-il d'un coup de folie ? Juste avant l'accident mortel qui a coûté la vie à son beau-père, celui-ci avait demandé à récupérer une grosse somme qu'il lui avait confiée des années plus tôt. Et non seulement Jean-Claude avait tenu à se charger des funérailles, mais il avait même lancé une collecte pour ses proches. Évidemment, aucun don ne leur était parvenu. Chantal, sa maîtresse, lui avait également donné de l'argent de la vente de son cabinet dentaire pour le faire fructifier. 900 000 francs, soit à peu près 250 000 euros. Et elle aussi souhaitait reprendre son dû. Si Jean-Claude Roman a tué ses proches, c'est avant tout pour une histoire d'argent. L'accumulation de dettes, remboursée par toujours plus de dettes, a fini par l'entraîner dans un abîme meurtrier. Le juge d'instruction demande rapidement une reconstitution. Jean-Claude Roman passe plusieurs heures à répéter sa version des faits. Mais le principal suspect est incapable de faire face à l'horreur de ses propres gestes. Il tente de se dérober pour ne pas se confronter au réel. Il manque de s'évanouir. C'est sur une chaise qu'il va assister à cette répétition morbide. Les débuts de sa détention en attente de son procès sont particulièrement éprouvantes pour lui. Placé à l'isolement, il doit faire face à la surmédiatisation de l'affaire. La date est fixée pour le début de l'été 96, un peu plus de 3 ans après les faits. Des dizaines de journalistes se pressent devant le tribunal de Bourg-en-Bresse. Parmi les parties civiles, on peut voir le beau-frère de Jean-Claude Roman. Pour lui, l'assassin présumé ne dit pas tout. L'accusé refuse de reconnaître toute responsabilité dans la mort de Pierre Crollet, le père de Florence. Et on ne compte plus les proches qu'il a floués. Le faux médecin n'a pas hésité à vendre un faux traitement contre le cancer. Des gélules placebo censées sauver une de ses tantes, vendues pour plus de 60 000 francs. Ce qui n'a pas empêché
son décès. Le détail des dépenses laisse entrevoir le quotidien de Jean-Claude Roman lors de ses errances sur les routes. Rien que pour les années 1991 et 1992, ses séances dans des salons de massage et ses achats dans les sex shops s'élèvent à plus de 25 000 francs. Il aurait passé une grande partie de son temps libre à regarder des films pour adultes. Face à ses juges, Jean-Claude Roman s'en tient à sa version. Il a toujours été un bon père de famille. La naissance de sa fille a été le plus beau jour de sa vie. La salle est glacée d'effroi lorsqu'il ose s'octroyer le titre de « papa ». Des cris de douleur s'élèvent. Comment peut-il employer ce mot après avoir commis un tel infanticide ? L'accusé finit par se murer dans le silence. Le 5 janvier 1993, Jean-Claude Roman part pour Lyon. Il achète un puissant barbiturique. En gros, c'est un médicament qui apaise fortement, comme le somnifère ou encore un sédatif. En prétextant en avoir besoin pour des cultures cellulaires. Il achète également une carabine 22 longues rifles, un silencieux et une boîte de cartouches. 4 jours plus tard, au matin du 9 janvier, il frappe sa femme à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, alors qu'elle dort profondément grâce aux médicaments. Il rejoint ses 2 enfants dans le salon. Ils n'ont rien remarqué parce qu'ils regardent une cassette vidéo. Son père demande alors à la petite Caroline de monter dans sa chambre pour jouer. Elle met alors un oreiller sur sa tête. Jean-Claude Roman tire dans le dos de sa fille à plusieurs reprises. En visant le cœur, il la recouvre de sa couette. Il appelle son petit garçon, Antoine, et il l'exécute de la même manière. C'est fini. Et Jean-Claude Roman reprend ses activités comme si de rien n'était. Puis, Jean-Claude prend la route, part chez ses parents, où il est attendu pour le déjeuner. Il attire son père dans son ancienne chambre et fait feu à plusieurs reprises. Sa mère subit le même sort dans le salon. Il tue également leur chien avant de partir vers Paris. Il a rendez-vous avec Chantal. Roman lui a promis un dîner avec Bernard Kouchner. Évidemment, c'est un mensonge de plus. Il tourne en rond dans la forêt de Fontainebleau. Jean-Claude fait semblant d'être perdu. Il finit par arrêter sa voiture, fait descendre Chantal et lui demande de se tourner et de fermer les yeux. Il a un cadeau pour elle, un bijou qu'il veut lui mettre autour du cou. Mais elle sent que quelque chose cloche. Elle refuse. Et elle reçoit une dose de gaz lacrymogène. Son amant tente de l'étrangler avec une lanière. Chantal se débat avec le courage de ceux qui n'ont rien à perdre. Elle parvient à se dégager, lui fait face. Jean-Claude Roman est trop lâche pour affronter son regard. Il abandonne et propose de la ramener à son domicile. À chaque fois, l'assassin a agi lorsque ses victimes lui tournaient le dos ou n'étaient pas en état de réagir. Et du coup, une dernière question se pose. A-t-il réellement tenté de mettre fin à ses jours ? L'accusation en doute. Jean-Claude Roman a passé des heures seul dans la maison après son aller-retour à Paris. Pourquoi a-t-il attendu le petit matin du 10 janvier pour allumer l'incendie alors qu'il savait que les éboueurs allaient passer au même moment ? Et si de l'essence avait été versée dans la chambre où reposaient les corps, ce n'est pas le cas de la pièce où a été découvert Jean-Claude Roman. D'après le témoignage des pompiers, la porte de celle-ci était calfeutrée pour éviter le passage de la fumée. S'agit-il d'une ultime tentative d'échapper à la réalité ? On ne le saura probablement jamais. Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Après ce verdict qui a été très chargé en émotions, il faudra essayer de tourner une page. Tout du moins, essayer d'oublier Jean-Claude Roman. Dans ses derniers mots, Roman s'était adressé aux siens, à ceux qu'il a tués. En faisant une drôle de supplique, il leur demandait de l'aider à trouver le chemin de la vérité. Lors de son incarcération, l'escroc va enfin apprendre un véritable métier. Il obtient un poste de restaurateur de documents pour le compte de l'INA. Libérable depuis 2015, le menteur a fini par obtenir une libération conditionnelle en 2019. Il lui est interdit de parler de son affaire et il a rejoint une communauté de moines bénédictins jusqu'à la fin de sa période probatoire. Jean-Claude Roman est-il un monstre ? Est-il malade ? Féminicide, infanticide, parricide, tout autant de crimes qui ne cesseront jamais d'être associés à son nom. En s'enfermant dans une spirale de mensonges, en refusant de se confronter au réel, Jean-Claude Roman a tout perdu.
Aujourd'hui, il n'est plus rien, son alter ego est mort dans cette chambre le 10 janvier 1993. Plus de 30 ans après les faits, cette affaire hors norme continue d'inspirer des films et des livres. En 2002, c'est Daniel Auteuil qui incarne le père de famille dans le film L'Adversaire, qui reprend les grandes lignes de l'affaire. Même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ce dossier est la preuve que le prix du mensonge est bien plus élevé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au terme de cette histoire. Je remercie encore une fois Oli. Vous avez le lien qui est en description. On essaie des choses un peu nouvelles en ce moment, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de ce genre de format. Puis si vous avez des affaires dont vous voulez que je parle, et surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine, car je suis parti à Belfast pour suivre les traces du Titanic. Et du coup, c'est toujours marrant d'essayer d'imaginer la vie qu'il pouvait y avoir. L'opération a lieu ici, au fond de cette cale sèche. À la semaine prochaine.